reçoit Johan Richaume, vainqueur de la solitaire Urgo Le Figaro dans les locaux du Télégramme. Merci Johan d'être là. Merci. Et bienvenue. Merci, une belle visite en tout cas. Bon. Tu viens donc de remporter pour la deuxième fois la solitaire Urgo Le Figaro. Comment ça va? Ça va bien, je sors de ma sieste, du coup j'ai récupéré un peu. Mais ouais, c'est un peu dur, il nous faut environ un mois pour être totalement rétabli. Et avec l'actualité et puis la fin de la solitaire, ça a été quand même un peu dur, donc je suis pas tout à fait remis. Bon, beaucoup d'émotions. Ouais, beaucoup d'émotions. C'est vrai que c'est quelque chose d'important dans notre carrière. Ça reste une course totalement mythique et voilà, je suis absolument ravi d'avoir gagné une deuxième fois. Comme je l'ai dit, j'en avais pas forcément rêvé. Je me disais que c'était quand même pour les très grands, quoi, donc de la gagner plusieurs fois. Et voilà, donc ravi d'avoir fait cette belle édition en plus aux côtés de tous ceux que je suivais dans les magazines il y a encore quelques années. Bon, très bien. Et justement, il y a quelques années, ta première solitaire, c'était en 2010, c'est ça? Oui. Comment avais-tu démarré sur ce circuit? Eh bien, j'avais démarré, on va dire, grâce à Charles Caudrelier qui m'avait prêté son bateau la première année. Donc j'avais réuni un micro-budget qui me permettait d'être au départ. Et j'étais déjà ravi parce que mon objectif numéro 1, c'était de faire une fois dans ma vie la solitaire du Figaro. Et à l'époque, j'avais aucune idée que ça allait en devenir ma carrière et probablement quelque chose d'assez fort dans ma carrière. Donc voilà, c'était quelque chose de très simple, préparé avec des copains et la famille et une belle édition. Et à la fin de l'édition, à Cherbourg, j'avais juré de ne jamais recommencer. Et t'en as fait 7 de plus. Et j'en ai fait 7 de plus, dont 6 d'affilée après celle-là. Donc ouais, j'étais un beau menteur. Exactement. Justement, tu dis que tu as fait ça avec des amis et des proches. Le nerf de la guerre en voile, ça démarre par l'argent, les partenaires. Hélas, ouais, il y a un minimum pour être présent sur la ligne de départ qui est d'avoir un bateau et d'avoir on va dire, des voiles et un tout petit peu de logistique. Donc forcément, il y a des moyens financiers nécessaires pour y arriver. On voit certains qui financent ça sur leur argent propre. Alors ils vont faire ça 1 année, 2 années, mais c'est impossible de tenir très très longtemps. Donc voilà, donc c'est souvent aussi comme ça que la plupart se lancent. Certains ont la chance d'avoir des partenaires d'entrée, mais quand même beaucoup se lancent avec juste quelques milliers d'euros et beaucoup de bonne volonté. Là, cette année, tu partais sur un bateau qui s'appelait Hellowork Group Télégramme. Comment ça s'est fait ce projet? Ça s'est fait suite on va dire au désistement, au recrutement par l'écurie Gitana de Charles Caudrelier. Une place s'est libérée et donc je suis assez vite rentré en discussion avec Marine Dorien, la directrice du projet et de l'écurie du Hub à Lorient. Et voilà, donc j'ai eu la chance d'être sélectionné. Donc c'était un beau projet qui était déjà bien ficelé, bien en route, avec un bateau préparé, beaucoup de moyens. Et voilà, on a rajouté 2-3 personnes dans l'effectif pour que la sauce prenne. Et puis on a fait une belle solitaire avec mes 2 autres compères d'écurie, Fabien Delahaye et Benjamin Schwartz. Tu en as donc fait 8 en fait avec celle-là. À chaque fois, il a fallu que tu ailles rechercher des partenaires. Comment ça s'est passé ta carrière jusque-là? Alors, j'avais commencé avec un tout petit sponsoring d'une société qui s'appelait DLBC, qui s'appelle toujours DLBC. La première année, ça leur avait plu, donc on était monté en grade chaque année, donc pendant 4 ans, de 2010 à 2013. Et en 2014, 15 et 16, je courais sous les couleurs de la Massif, donc là il n'y avait plus de problème d'argent. Tout était bien financé, bien ficelé, un projet professionnel, et ça c'était vraiment une chance. On était libre de faire ce qu'on voulait avec des moyens, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu pas mal de réussite, surtout en 2016 avec Charlie Dalin. On a trusté les premières et deuxièmes places toute la saison. Ça c'était un beau souvenir. Et malheureusement le défaut, on va dire, de ces projets-là, parce qu'il en faut toujours, c'est qu'on perd le contact avec notre réseau et nos sponsors, et que derrière s'en est suivi 3 années assez laborieuses de recherche de partenaires, surtout avec des ambitions grandissantes, donc forcément des budgets grandissants. Pourtant, en 2016, c'était ta première victoire sur la solitaire. Est-ce que tu t'es dit qu'avec cette victoire-là, il pouvait y avoir des opportunités plus simples pour aller chercher des sponsors
Oui, je me suis dit que ça allait ouvrir des portes, forcément, que ça allait aider, surtout qu'à partir de 2016, j'ai commencé à viser le Vendée Globe. Voilà. Après, ça n'a pas vraiment été le cas. La réalité, c'est que dans notre métier, en général, les sponsors n'accourent pas, même après un très bon résultat. Voilà, il faut aller les démarcher, il faut aller se vendre, il faut aller draguer un petit peu tout le monde. Ça fait partie du métier, c'est une partie que j'aime bien aussi du métier. Ouais. Alors, ça apprend, on apprend beaucoup de choses, beaucoup d'humilité, beaucoup de portes dans la figure, beaucoup de réponses négatives, mais voilà, je pense que dans la durée, ça va payer. Mais c'est vrai que c'est une période qui est difficile, hein. J'ai eu quelques creux même après la victoire de la Route du Rhum, donc, qui était en novembre dernier. Cet hiver, il y a des jours où j'avais du mal à me lever. Ça n'a pas été simple pourtant. Une victoire de solitaire, une victoire sur la Route du Rhum, Ouais. et même grâce à ça, il n'y a pas de porte qui s'ouvre plus facilement. Pas plus facilement. Je dirais que là peut-être, avec cette dernière solitaire, ça a un petit peu plus de poids. Voilà, on s'est peut-être un peu mieux positionné aussi dans l'univers des skippers potentiels pour le Vendée Globe et des skippers avec un bagage technique suffisant pour aller remporter des courses. Donc je pense que ça change un petit peu la donne. Donc là, 2020, un Vendée Globe qui va venir. Où tu en es toi dans tes recherches? Écoute, on est plutôt avancé. On a un projet qui commence à frémir doucement sur le feu. Voilà, ça reste quelque chose voilà, de forcément de compliqué. C'est un projet très ambitieux. On a des partenaires qui commencent à accrocher autour de moi et autour du hub. Et on aimerait bien être au départ effectivement en novembre 2020. Voilà, et ça va se jouer dans les prochains mois. Donc j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles à vous annoncer un jour.